Donc, je vais démarrer cette session et ensuite Guillaume fera la deuxième partie. Donc, pour me présenter, Mohamed Zouari, je suis Sales Director de la région Middle East, Turquie et Africa. Donc, je suis basé à Paris, je travaille chez Snowflake depuis 2 ans maintenant. Et avec Guillaume, qui est mon binôme côté Sales Engineering, nous travaillons à développer donc le business dans la région. On a démarré le Moyen-Orient l'année dernière et l'Afrique cette année. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Snowflake, mais en tout cas, aujourd'hui, on est à un moment très important de la vie de la société, puisqu'il y a à peu près un mois, on a été introduit en bourse, au New York Stock Exchange, et ce fut la plus grosse introduction en bourse jamais vue dans le monde du software. Et j'espère que dans cette présentation, vous comprendrez pourquoi Snowflake est aussi important chez la plupart de nos clients et des futurs clients, donc dans toutes les compagnies, quel que soit le vertical, puisqu'on axe aujourd'hui le travail de cette plateforme sur la transformation digitale et la transformation autour de la data spécifiquement. Donc, quelques mots autour de Snowflake, créé en 2012 par deux Français d'ailleurs, même s'ils étaient basés à la Silicon Valley, et produit disponible depuis 2015 et en seulement 5 années, un succès assez intéressant à commenter avec plus de 3000 clients parmi les plus gros au niveau mondial, plus de 2000 employés déjà, et puis un écosystème très riche, que ce soit au niveau des partenaires intégrateurs, que ce soit au niveau des partenaires technologiques, puisqu'on va le voir, Snowflake est une solution SaaS, donc ne tourne que sur un cloud provider type AWS, Azure ou Google Cloud, et aussi des partenaires technologiques du monde de la data. Donc, que ce soit au niveau de l'ingestion des données, ou bien au niveau de la visualisation avec des outils de BI, ou bien au niveau de la data science, quel que soit finalement l'outil pour insérer de la donnée dans Snowflake ou la requêter, nous disposons aujourd'hui d'un écosystème de plus de 1000 partenaires avec des connecteurs qui sont prévidés pour pouvoir faire tourner toute la chaîne data. Donc, pour introduire le sujet, on parle de données. On sait tous qu'aujourd'hui, la data, c'est la ressource la plus chère en entreprise. On a pu dire depuis plusieurs années, c'est le nouveau pétrole, etc. Mais jusqu'à maintenant, les technologies qui ont existé sur le marché n'ont pas permis finalement de maximiser les bénéfices qu'on peut tirer de la data. C'est-à-dire que la donnée a toujours été silotée dans plusieurs endroits. Il est difficile finalement d'extraire de la valeur à travers une chaîne data qui est aujourd'hui chez les clients assez complexe, et on va le voir tout à l'heure dans la suite de la présentation. Mais fort heureusement, il y a quand même quelques tendances technologiques qui aident à transformer finalement cette vision, et notamment une des tendances qui est à l'origine de la création de Snowflake, c'est le cloud, et notamment le cloud public. Et justement, en 2012, quand nos fondateurs réfléchissaient à comment répondre aux besoins des clients d'aujourd'hui et de demain en termes de stratégie data, ils ont observé deux tendances majeures. La première était l'arrivée du cloud public, massive à l'époque aux US avec AWS, et aussi l'arrivée des plateformes big data. Parce que les datas étaient diverses et variées de plus en plus. Donc, on ne parle plus uniquement de data transactionnelles liées aux applications internes, mais on parle de data IoT, mobile, social media, data interne, data externe. Et donc, la première réponse était avec les plateformes Hadoop, la plateforme Big Data, mais qui ont malheureusement abouti à des projets à la fois gigantesques en termes de dépenses, mais décevants en termes de résultats. Autre tendance technologique, c'est la collaboration autour de la donnée. Aujourd'hui, toute compagnie, quel que soit le secteur, doit travailler avec des données externes, en plus de ces données internes, afin de mieux comprendre le marché, la compétition, la situation économique mondiale, la situation sanitaire, etc., et pouvoir
orienter ses décisions en fonction finalement de ces données internes, mais avec ces facteurs externes qui ont vraiment un impact sur l'entreprise et son schéma directeur. Et donc au final, on se retrouve aujourd'hui avec des employés, quelle que soit l'entreprise, qui ont un nouveau rôle. C'est un rôle d'analyste, c'est-à-dire que chacun, dans le futur, et ça commence déjà dans un certain nombre d'entreprises, devra s'appuyer sur des dashboards, sur des KPI pour pouvoir prendre des décisions dans son métier de tous les jours. Et ça, ce n'est malheureusement pas possible avec des technologies anciennes. La bonne nouvelle, c'est qu'avec des technologies comme Snowflake, nos clients qui capitalisent finalement sur notre plateforme sont capables aujourd'hui de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et en plus, avec une plateforme qui est 100% gérée en SaaS, avec très peu ou quasiment pas d'administration, et avec une gestion complète de la sécurité et de la gouvernance autour de cette plateforme. Alors, comment on y est arrivé? Comment nos fondateurs sont arrivés à créer ce type de plateforme? Encore une fois, comme je l'ai dit, ils sont partis d'une observation du marché actuel à l'époque, donc en 2012. Donc, que ce soit les data warehouse historiques, comme les Oracle Exadata, qu'ils connaissaient très bien, puisqu'ils étaient les chief architectes de ce produit-là chez Oracle, ou les Teradata, ou les Vertica, ou les Netezza, et aussi la première génération des enterprise data warehouse, ceux des cloud providers, donc comme AWS Redshift, comme Google BigQuery, etc. L'ensemble de ces solutions répondaient à une partie du problème. Donc, ils étaient capables effectivement d'exécuter des requêtes avec une bonne performance. Ils étaient en SQL, donc assez simples à utiliser, mais en aucun cas, ils sont capables, jusqu'à aujourd'hui, de gérer l'ensemble des types de données, quelle que soit leur source, et de les mettre à disposition de l'ensemble des utilisateurs pour supporter tout use case confondu. On se heurte très rapidement à des problèmes de performance, de scalabilité, de concurrence d'accès, etc. Hadoop est arrivé, les data lakes aussi dans le cloud sont arrivés pour résoudre une partie du problème, qui est différente, qui est comment je stocke le maximum de données possible, quelle que soit la volumétrie. Ils y sont arrivés, mais après, dès qu'on veut mettre à disposition des utilisateurs ces données-là, et exécuter à partir d'outils de BI, à partir d'outils de data science, des requêtes ou des algorithmes assez complexes, il se pose énormément de problèmes de performance et de scalabilité. Et donc, Snowflake est là pour répondre à l'ensemble de ces problématiques-là. Et le premier point qu'il faut retenir, c'est que c'est la seule plateforme qui a été créée dans le cloud à partir de zéro. C'est-à-dire qu'on n'a récupéré aucun produit existant on-premise pour le transformer dans le cloud, mais nos fondateurs ont tout écrit à partir de zéro. Cette base de données analytique qui est devenue la Snowflake Data Platform aujourd'hui. Bon. Si on fait un petit retour en arrière ou qu'on regarde la situation chez la plupart des entreprises aujourd'hui, on va avoir un schéma d'architecture à peu près semblable à celui-là, qui montre que le time to market ou le time to value à partir de la data source jusqu'au consommateur est très complexe et très long. Et on passe par différentes étapes qui sont certes nécessaires, mais qui s'appuient sur des couches technologiques nombreuses où il y a plusieurs intégrations point à point, plusieurs sources de données, plusieurs finalement lieux de stockage de la donnée, des data lakes, des data warehouses, des data marts, des backups, des cubes à préparer pour la BI, etc. Et globalement, une difficulté à maîtriser l'ensemble de ce système-là avec des coûts maîtrisés et avec une capacité aussi de puissance qui est malheureusement limitée, parce que souvent, on parle de solutions on-premise. Et donc, Snowflake, la promesse de Snowflake et ce qu'on délivre aujourd'hui à nos clients, c'est cette unique cloud data platform qui est finalement la seule source de vérité pour les données, mais qui en même temps accélère la mise à disposition de la donnée à partir des sources jusqu'au consommateur, quel qu'il soit. Je suis au marketing et je veux un dashboard de temps réel sur le suivi de ma campagne. Je suis à la finance et je veux clôturer mon rapport financier de la fin du mois. Je suis chez Netflix, on va en parler tout à l'heure, et je veux travailler sur des use cases data science, etc., etc. Je dois être capable très rapidement de fluidifier la chaîne d'accès à la donnée à partir de la source jusqu'à mon outil de travail de tous les jours. Et donc Snowflake est là pour supporter ces use cases-là. C'est un produit SaaS donc
il ne tourne que sur les cloud providers publics Azure, AWS et Google, et en même temps, il est suffisamment scalable et élastique pour supporter un nombre illimité d'utilisateurs et un nombre illimité de workloads. Alors, les workloads, nous, on les a classifiés en 6, comme vous les voyez ici. Maintenant, c'est simplement des regroupements d'un certain nombre de pratiques. Donc, on va retrouver des choses classiques que vous connaissez, comme le data warehousing ou le data lake ou la data science, puis des choses un peu plus évoluées qu'on voit de plus en plus. On a plusieurs clients qui commencent à développer, à redévelopper leur cœur de solution à base de Snowflake, ou bien des clients qui partagent de la donnée, soit en tant que provider, soit en tant que consommateur, sur la base de Snowflake, et je vais détailler ce point-là par la suite. Donc, l'idée de Snowflake, c'est d'avoir une seule plateforme, une seule copie de la donnée, de supporter plusieurs workloads en même temps, de manière totalement sécurisée et gouvernée, avec quasiment zéro administration. Donc, c'est en mode SaaS, on ingère les données, on requête les données, Snowflake s'occupe quasiment de tout le reste. Et comme on est né dans le cloud, on utilise au maximum les capacités du cloud pour avoir des performances et une scalabilité quasi illimitée. Alors, tout ça, ça repose sur l'architecture de Snowflake, qui est une architecture vraiment innovante et disruptive, et qui reste encore aujourd'hui, 8 ans après sa création, unique sur le marché. Alors, elle se compose de 3 couches, stockage, compute et services, et ces 3 couches sont indépendantes, et le stockage et le compute peuvent en fait scaler, donc à la hausse comme à la baisse, de manière totalement indépendante. Donc, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on stocke l'ensemble de vos données sur la couche de stockage. Et ensuite, une fois ces données stockées, on va y accéder via un certain nombre de nœuds de compute ou de clusters de compute. Alors, toutes les données qui arrivent dans le stockage centralisé sont cryptées, 100%, sont compressées, minimum à 85 fois, et sont répartis dans 3 data centers. Et après, au niveau du compute, à chaque fois qu'on veut accéder à la donnée qui est dans ce stockage-là, on va définir ce qu'on appelle un virtual warehouse qui va nous permettre soit d'ingérer de la donnée, soit de la requêter, soit de la partager. Et chaque nœud de compute, chaque workload finalement, chaque virtual warehouse est totalement indépendant des autres. Donc en fait, il y a quelque chose d'unique sur le marché que Snowflake possède et qui explique un petit peu pourquoi on arrive à être une cloud data platform sur tous les workloads, c'est qu'il n'y a aucune concurrence d'accès entre les différents workloads. Donc, vous pouvez ingérer de la donnée en continu de plusieurs sources pendant qu'il y ait des dizaines ou des centaines d'utilisateurs au niveau Analytics et BI, pendant qu'il y ait des dizaines de data scientists qui sont en train d'exécuter des algorithmes en Python, en R, etc., etc., etc. Donc, il n'y a aucune limite sur les workloads. Chacun va avoir sa propre performance, mais ils vont tous consommer la même donnée centralisée. Et c'est ça qui fait l'unicité de Snowflake, entre autres, cette architecture qu'on appelle multi-cluster centralized storage. Il y a une troisième couche qui est le cerveau de Snowflake et qui en fait fait en sorte que Snowflake soit un vrai processus. Et donc, l'ensemble de la gestion de la solution, de l'optimisation de la solution, des transactions et des métadatas sont gérés dans cette couche de service qui est aussi indépendante des autres couches et qui permet d'orchestrer l'ensemble des actions qu'on va réaliser dans Snowflake. Alors, on n'a jamais accès aux données du client, bien sûr. On est simplement data processeur, le client est data owner. Et grâce à cette couche de cloud service et la partie metadata, on peut aussi analyser, répartir et travailler sur les données sans en connaître le contenu. Quelques chiffres pour vous préciser un petit peu, malgré la jeunesse de Snowflake, pourquoi on est arrivé aujourd'hui à faire la plus grosse introduction en bourse sur le marché jamais vue. C'est qu'en 5 ans à peine, on a plus d'1 million d'utilisateurs, on gère plus de 250 pétabytes et on exécute plus de 500 millions de jobs tous les jours sur Snowflake. Donc, si vous regardez la progression à laquelle Snowflake est en train de croître, on peut se dire réalistiquement que en 3-4 ans, on fait autant de recherches dans Snowflake que de recherches dans Google quand vous faites du Google Search tous les jours. Donc, c'est vraiment quelque chose de très massif qui est en train de se construire. Alors, comme je l'ai dit, on a plus de 3000 clients.
c'est des clients qui sont de tout type, de toute taille. Il n'y a pas de taille minimale, il n'y a pas de taille maximale, et aussi de tout secteur. Donc, vous voyez ici quelques noms bien connus comme Sony, comme Nike, comme Adobe, etc. Et puis, je crois que Guillaume, dans sa partie, va vous parler de Instacart pour illustrer un petit peu la partie data science avec un vrai exemple client. Alors, pour finir ma partie, ce que je vous propose, je pense que la plupart des gens sont familiers avec les workloads classiques de data warehouse, de data lake, de data science, de data engineering, etc. Il y a un workload qui est bien spécifique dans Snowflake, qui est unique et qui permet réellement de supporter une nouvelle économie qui est en train de se créer, une économie de collaboration et de partage autour de la donnée. On appelle ce workload de data exchange et je vais vous en parler un petit peu. Donc, si on prend l'opportunité de collaboration autour de la donnée aujourd'hui, si on se réfère à une étude de McKinsey au dernier forum économique, on a un chiffre qui est quand même astronomique de 3 trillions de dollars qui sont potentiellement générés grâce à la collaboration et à la connexion entre les différentes organisations au niveau de la data. Mais le problème, c'est que le partage de la donnée aujourd'hui est très difficile. Il se fait avec de l'API, du FTP, du emailing, etc. Donc, avec des moyens qui ne sont pas, je dirais, industrialisés, qui sont source d'erreurs, qui sont aussi à l'origine d'une donnée qui n'est plus fraîche une fois qu'elle est partagée, puisqu'il y a tout un pipeline à gérer. Et c'est là qu'entre en jeu Snowflake et le Data Exchange de Snowflake, c'est qu'on a créé un moyen pour connecter finalement l'ensemble des acteurs qui peuvent générer de la data et qui peuvent la communiquer et la partager avec d'autres personnes à travers une technologie bien spécifique de data sharing que l'on supporte. Donc, le data sharing, en fait, dans Snowflake, c'est la technologie de partage de la donnée sans copie de la donnée et sans bouger la donnée finalement du point A au point B. Donc, l'idée, c'est que quand je suis client Snowflake, je peux partager un dataset, donc qui est un sous-ensemble des données que je gère, vers un ou plusieurs consommateurs. Et sans bouger la donnée, ce consommateur va voir cette donnée dans son compte Snowflake apparaître grâce à ce qu'on appelle un share et il va pouvoir l'utiliser, la requêter et la requêter conjointement avec ses données internes. Et pour supporter cette technologie-là, on a aussi créé ce qu'on appelle une marketplace privée et une marketplace publique. La marketplace privée, c'est une sorte de data exchange dans lequel notre client peut partager en interne entre ses différentes business units ou avec son écosystème privilégié de partenaires et de fournisseurs des datasets. C'est le cas de Cisco, par exemple, qui a créé un data exchange privé avec tous ses fournisseurs. Ou bien, on a pas mal de clients aujourd'hui, on en a même plus que 200, qui déposent leurs datasets qu'ils souhaitent partager, alors soit gratuitement, soit de manière monétisée, sur notre data marketplace. Et donc, on crée une nouvelle source finalement de revenus pour ces entreprises-là et on fluidifie surtout le partage de la donnée entre ces entreprises et les consommateurs qui étaient déjà clients en général de ces entreprises-là, mais qui transforment la façon avec laquelle ils consomment ces données. Pour vous donner un exemple concret lié à la situation sanitaire d'aujourd'hui, on a un de nos partenaires qui, depuis le début de l'épidémie du coronavirus, met à disposition sur notre marketplace un dataset sur le Covid-19. En fait, ce dataset, il est assez complet. Il rassemble l'ensemble des cas Covid-19 par pays, par ville, par nombre de cas positifs, négatifs, nombre de tests, nombre d'hospitalisations, etc. Et donc, c'est quoi l'idée derrière? C'est que au lieu d'avoir différentes sources de données sur l'épidémie, il y a une seule source unique qui est déposée sur cette marketplace-là, que tous les clients consomment de manière native. On appelle ça un dataset qui est analytics ready, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire, ils ont déjà fait le travail de qualification, de nettoyage et de mise à disposition de ce dataset. Et les clients, quel que soit le vertical, finalement, quel que soit le métier, ont accès immédiatement dans leur compte Snowflake à ce dataset Covid-19 et ils peuvent le requêter et le requêter conjointement avec leurs données. Donc, d'un côté, ils vont comprendre immédiatement et avec des données fraîches tous les jours l'impact de l'épidémie sur leur business
actuelle. Et de l'autre, on espère tous, l'économie est déjà en train de redémarrer un petit peu malgré la deuxième vague, on espère tous que ça va redémarrer encore plus fort d'ici la fin de l'année. Ils préparent ce redémarrage et donc être vraiment en anticipation par rapport au retour à une vie quasi normale, on va dire, même si ce n'est pas encore le cas, que ça va demander encore quelques mois. Mais c'est simplement pour illustrer le fait que consommer de la data externe sans aucun pipeline, sans aucun effort, directement dans Snowflake, peut aider énormément les entreprises, quel que soit le secteur et quel que soit le dataset au final. Pour finir, une étude récente que vient de sortir le Forrester en août de cette année montre l'impact de Snowflake aujourd'hui chez les clients. Et en fait, on constate une amélioration significative de la mise à disposition de produits métiers chez les clients quand ils s'appuient sur des KPI liés à Snowflake, et aussi une réduction vraiment significative de l'effort IT, puisqu'on fournit un service SaaS. Donc, à part connecter Snowflake aux sources de données et aux outils de requêtage, tout le reste, c'est un focus vraiment sur les use case data, et ça devient beaucoup plus business orienté que comme aujourd'hui, finalement, avec les différentes plateformes, installer la plateforme, la gérer, la patcher, la migrer, etc., et l'administrer. Voilà, j'espère que cette première partie vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur cette Cloud Data Platform. Et je passe maintenant la parole à Guillaume, qui va vous donner une vision un peu plus technique de la solution, avec les vrais différenciateurs de Snowflake sur le marché, et une illustration aussi par les cas de data science. Merci. Oui, bonjour. Je pense que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Oui, très bien. Et vous voyez également mon écran. Je vais me mettre en mode présentation. Yes. Très bien. Merci Mohamed pour cette présentation, effectivement, qui donne envie, même quand on est de Snowflake, parce que c'est vraiment un produit très très agréable à utiliser, parce que très très simple et avec tellement de possibilités je vais essayer de les présenter assez rapidement dans le temps qui nous reste, pour laisser aussi un peu de temps aux questions qui se posent dans la petite fenêtre de questions-réponses. Et donc, je vais essayer d'aller assez vite, mais pas trop quand même, parce qu'il faut bien prendre le temps d'expliquer. Donc, comme a dit Mohamed, c'est une plateforme data qui s'appuie sur les 3 clouds publics avec beaucoup de possibilités de workload, hein, qu'on a séparé en 6 catégories différentes. Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup, et notamment pour cet événement, on va beaucoup parler de data science. Donc, je vais m'attarder un peu sur la data science, mais aussi un peu sur le data engineering et puis surtout les fonctionnalités de Snowflake. Donc, la première chose qui est intéressante dans cette fonctionnalité, que ce que Mohamed a bien démontré, c'est cette séparation de la couche de stockage de la couche de traitement de la donnée, le traitement du calcul, hein, tout simplement, de la ressource de calcul. Cette séparation va nous permettre de changer la donne au point de vue chargement de données. On va pouvoir charger cette donnée en continu sans se soucier de savoir si, de l'autre côté, il y a des traitements aussi qui vont traiter cette donnée pour la transformer ou tout simplement pour la requêter. Et là où on faisait, dans les mondes classiques, du chargement la nuit pour ne pas déranger les utilisateurs le jour et que c'était compliqué lorsqu'on avait plusieurs time zones en face de nous, puisque tout le monde travaillait 24 heures sur 24, c'était assez compliqué. Ben, grâce à cette technologie-là, on va pouvoir charger en mode continu. Et donc, on va s'approcher du real-time, du real-time, on va appeler du real-time plutôt, et en même temps requêter. Mais en plus, cette séparation entre stockage et calcul de traitement se fait aussi entre calcul de traitement eux-mêmes. Et donc ça, c'est très intéressant parce que vos différents workloads n'ont pas les mêmes besoins de ressources. Et on va pouvoir dimensionner ces ressources en fonction des besoins. Et du coup, adapter les coûts, ne pas faire du capacity planning sur la plus haute marche, c'est à savoir un peu haute besoin de ressources, et puis on va la payer très cher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va pouvoir dimensionner ces ressources en fonction des besoins. Donc, on va être très simple, Snowflake est très simple, on ne va pas utiliser de la RAM, du CPU, tout ça c'est complexe pour
l'utilisateur final en quelque sorte, on va utiliser les tailles de t-shirt et on va dire, pour la data transformation, j'ai besoin d'un cluster small, un petit. Pour le chargement, j'ai besoin d'un extra small. Pour la finance, un large, etc. Derrière, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cluster est composé de plusieurs nœuds, et on va dupliquer le nombre de nœuds à chaque taille de t-shirt en quelque sorte. Donc le extra small, c'est un seul nœud, le small, c'est 2 nœuds, le medium, c'est 4 nœuds. Et comme on multiplie à chaque fois par 2 les ressources, et c'est des ressources de MPP, on va faire du vrai processing parallèle, comme on multiplie à chaque fois les ressources par 2, et dans 80% des cas, on va diviser par 2 les temps de traitement et d'exécution des requêtes SQL. Ça, c'est intéressant. L'autre chose très intéressante, c'est qu'on va pouvoir, avec cette séparation, on va pouvoir faire ce qu'on a appelé du multicluster. C'est un brevet Snowflake. Le multicluster, c'est quoi? Vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité d'augmenter la puissance de traitement et vous allez donc aller plus vite. Donc ce schéma, c'est ce qui illustre ce schéma. Je vais aller plus vite avec un medium qu'avec un small. Et du coup, on voit deux utilisateurs, là, ou deux workloads, on va dire, qui sont connectés, un bleu et un mauve. Comme je vais aller plus vite, je vais réduire mon temps. Mais j'aurai quand même de la file d'attente. Donc, je ne vais pas tout absorber correctement. Là où je vais tout absorber correctement, c'est que je vais laisser le système se dupliquer autant de fois que nécessaire et avec une limite pour pas trop dépenser d'argent. Et chaque workload va être load balancé sur les différents clusters. Donc, si j'ai un M et que tout d'un coup, le lundi matin à 9 h, il y a beaucoup de monde qui vient se connecter, plutôt de faire un scale-up, d'augmenter la puissance de traitement, je vais plutôt la dupliquer et le système tout seul va gérer le load balancing entre ces deux systèmes. D'accord? Donc ça, c'est une fonctionnalité majeure de Snowflake, c'est de pouvoir faire du scale-up et du scale-out. On le voit ici pour la data science, ça peut être très intéressant de faire du scale-up. D'accord? C'est-à-dire, je vais dire, j'ai besoin d'un XL parce que j'ai un très gros algorithme là et j'ai besoin d'aller très vite. Mon traitement va durer 2 heures sur un L, il va durer 30 minutes sur un XL. D'accord? Comme il est 2 fois plus cher, certes, mais comme il va 2 fois plus vite, je vais donc payer le même coût pour avoir mon résultat en 1 heure ou en 30 minutes. D'accord? Donc c'est quand même très très intéressant et très économique. Et l'autre, bien sûr, c'est quand il y a beaucoup d'utilisateurs derrière, si on pense à la BI, bien sûr, ce qui est plus intéressant, c'est que le scale-up ne sert à rien, on va plutôt faire du multi-cluster pour absorber des pics de charge quand ils arrivent. Et puis, même si on ne les avait pas prévus, c'est pas grave parce que le système le détecte tout seul, c'est automatique. Un autre point intéressant dans le cloud, pourquoi est-ce que la base de données créée dans le cloud avec les outils du cloud est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire du cache, mais du cache illimité. Toute requête exécutée dans Snowflake est mise en cache pendant 24 heures. Vous pouvez faire des milliers de requêtes, tous les résultats seront mis en cache. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de séparation entre dire, parce qu'il n'y a pas de limite de disque, où je vais dire je vais mettre 80% de mon disque et puis 20% sur le cache, 80% de données et 20% de cache. Non, là, il n'y a pas de limite. D'accord? Et le cache est très important parce que si j'utilise le cache, je n'utilise pas les puissances de calcul, où je les ai utilisées qu'une fois, le temps de mettre en cache. Donc, si je réutilise la même requête sur les mêmes données, pas besoin de puissance de calcul. Et qui dit pas puissance de calcul, pas besoin de puissance de calcul, dit pas de coût. Et donc, c'est encore plus économique. Et pour la BI, c'est très intéressant. D'accord? Donc, il y a différents niveaux de cache. Tout ça, c'est très intéressant, mais c'est des nouvelles technologies qui sont vraiment agréables à utiliser. L'autre point intéressant, c'est la possibilité nativement de requêter et de joindre, de faire des jointures entre des données structurées classiques, telles que on les connaît habituellement, mais aussi des données semi-structurées. Alors, beaucoup de systèmes se disent être capables de gérer les données semi-structurées, oui, mais derrière, ils le transforment. Snowflake ne transforme pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pipeline d'ingestion des données n'a pas à se soucier de la modification de la structure. Et du coup, ça simplifie, parce que si la structure évolue, c'est pas grave, le pipeline d'ingestion n'évolue pas. On continue à ingérer. Et on ingère en temps réel, etc., etc. Et puis, on va pouvoir joindre nativement, en faisant des requêtes ou des vues, qui vont tout simplement joindre sur une clé. Quand il y a des nouveaux attributs qui arrivent, c'est pas grave. La requête ne plantera pas parce qu'on va requêter un attribut qui n'existait pas dans le passé. Elle renverra tout simplement nul. Et ça, c'est encore un autre brevet de Snowflake, qui est un data type particulier qu'on a créé, qui s'appelle le variant. Donc ça, c'est intéressant.
Un autre point intéressant, c'est le time travel. Le time travel, c'est quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de faire de backup. Comme disait Mohamed, on est dans une base de données SaaS. On est très simple. Vous n'avez pas à gérer le système. Il n'y a quasiment aucune maintenance. Donc, il faut que nous, on soit capable de ne pas vous obliger à faire du backup. Et c'est quoi? C'est tout simplement parce que à chaque donnée qui arrive, en fait, même si elle modifie des données, donc là, on voit une requête update. Je vais updater ma table et une colonne de ma table. Et je ne vais pas modifier les partitions qui sont déjà écrites. Je vais simplement ajouter de nouvelles partitions avec les nouvelles valeurs. Et je vais faire pointer, parce que c'est une table de pointeur dans la couche de service, ce que disait Mohamed, c'est-à-dire l'intelligence de Snowflake, la troisième couche, va gérer ces pointeurs et va me permettre de requêter mes données dans le passé sans avoir à remonter. Donc pas de snapshot, pas de backup, pas de restore. Je veux requêter mes données passées, c'est simple, j'ai écrit ma requête en rajoutant une petite requête, soit at ou before mon timestamp. D'accord? Et du coup, si par mégarde je fais un update sans closeware, c'est pas grave. Il suffit de faire un create table as select de ma table telle qu'elle était juste avant mon update malencontreux. Puis le backup, c'est immédiat. Autre point intéressant du pointeur, c'est le zéro copy clone. Et là, c'est très intéressant aussi pour la data science, c'est que si vous voulez un nouvel environnement, si vous voulez tester quelque chose, pas la peine de créer un environnement. On va simplement faire une nouvelle information dans la table metadata, dans la troisième couche, en disant j'ai un environnement que je vais appeler dev et qui pointe vers les mêmes données que ma prod, mais qui est autonome dans son cycle de vie. Ça veut dire que si je dois faire des modifs, je vais simplement ajouter ces modifs dans cet environnement. Et si j'ai 10 terabytes, même plusieurs pétabytes, effectivement, mais si j'ai plusieurs terabytes, que je veux dupliquer cette prod pour mes besoins de data science, je ne vais pas dupliquer la volumétrie, je vais simplement dupliquer les pointeurs. Donc c'est très rapide, ça va prendre 1 à 2 minutes en fonction de la volumétrie, mais je ne vais pas dupliquer mes terabytes pour mes nouveaux environnements. Et puis je peux en créer autant que je veux. Et puis si j'en ai plus besoin, je les supprime et puis j'en recrée d'autres, etc., etc. On a des clients qui utilisent cette fonctionnalité pour figer la donnée. Comme on ingère en continu, mais que pour la finance, ils ont besoin d'avoir un état figé, toutes les semaines, ils créent un nouveau environnement pour la finance, etc. Donc c'est très intéressant. Data warehouse moderne. À ça, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a bien sûr le data sharing qu'a présenté Mohamed, et qui va être très utile pour que votre data warehouse moderne ne se limite pas à vos propres données. Et que très facilement, vous ayez un accès à des données externes, à des données du monde, qui vont vous permettre, et notamment pour la data science, d'enrichir vos données pour ces projets-là, plus particulièrement pour ces projets-là. D'accord? Donc, je ne vais pas revenir dessus, parce que sinon, on n'aura peut-être pas trop de temps. Et voilà pour ce qui est des fonctionnalités particulières de Snowflake et qui font de Snowflake une plateforme data, un cloud data qui jusqu'à aujourd'hui en fait n'a pas vraiment de concurrent. Alors, je suis allé assez vite, mais on va s'attarder un peu plus sur ce que le workload data science, que nous on entend data science. Donc, juste pour un petit rappel, peut-être, bon, je pense que beaucoup le savent ici, mais je vais quand même le rappeler au cas où. Il y a quelques temps encore, on faisait ce qu'on appelle de l'analyse descriptive, d'accord? Donc, on analysait les données, donc c'était la BI, et on analysait les données. Aujourd'hui, on fait plutôt de l'analyse prédictive. Donc, en fonction des maturités des clients, on va avoir différents use cases et on va pouvoir les servir. On va pouvoir servir avec la même plateforme à la fois la BI, mais à la fois aussi les data scientists. On a des clients aujourd'hui qui ont un fort besoin de BI et de plus en plus. Et si on prend l'exemple de Deliveroo, qu'est-ce que Deliveroo faisait? Vous savez, c'est les commandes de repas, pour la livraison de repas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Forcément, le week-end, il y avait énormément de demandes de livraison de repas, mais les employés de Deliveroo arrivaient le lundi matin et voulaient savoir ce qui s'était passé pendant le week-end. Et donc, généralement, la boîte a eu une hyper-croissance, la start-up a eu une hyper-croissance. Ils sont arrivés au début avec très peu d'utilisateurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Snowflake coûte très peu cher, puisque comme c'est à l'usage, on n'a pas besoin de mettre un ticket d'entrée d'une grosse machine pour traiter la donnée.
en vue des 3 ans à venir, on va suivre l'évolution. Et au début, ils avaient peu de personnes, mais très vite, ils ont grossi. Et le lundi matin, les analystes venaient de plus en plus tôt parce que pour obtenir leur rapport, ça mettait de plus en plus de temps sur leur ancienne plateforme. À tel point qu'ils venaient entre 6h et 7h du matin, juste pour avoir, le lundi matin, pour avoir leur rapport. Ils faisaient à cette époque-là beaucoup d'analyses descriptives. Et Snowflake les a aidés avec le multicluster. Le pic de charge était absorbé automatiquement, il n'y avait plus de latence pour les utilisateurs, les analystes, et du coup, ils pouvaient venir tranquillement entre 9h30 et 10h. C'est pour la petite histoire de Deliveroo qui ne s'arrête pas là parce qu'après, ils ont fait de l'analyse prédictive. Ils se sont mis à faire du machine learning, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant sur leur plateforme, qui était déjà surchargée. Comme là, les workloads sont totalement isolés, ils se sont mis à faire de l'analyse prédictive. Et ce qui est intéressant avec ce use case, c'est qu'ils sont passés d'une société, d'une start-up de livraison de repas, à une start-up de création de restaurants. Ils ont, grâce à l'analyse prédictive, pu détecter les zones où les profils d'utilisateurs indiquaient qu'il manquait des restaurants de type sushi ou je ne sais quel autre type. Ils ont pu comme ça anticiper le besoin dans les grandes villes, des quartiers où il manquait ces restaurants et donc influencer la création de restaurants. Mais ça peut encore aller plus loin. Et là, on va prendre le cas de Netflix. L'analyse prescriptive, où Netflix a passé une étape encore supplémentaire dans le machine learning, qui est, je ne vais pas seulement faire de la recommandation parce que je vais prédire que dans les 2 mois ou 3 mois à venir, il va y avoir du churn de tel utilisateur ou pas, ou je vais perdre des abonnés. Non, ils vont carrément influencer le marché parce qu'ils vont proposer des films ou des séries en fonction des profils, sachant que ce sont les profils qui vont probablement mieux noter ces nouvelles séries qu'ils mettent sur le marché. Et donc, en mieux notant, ça va influencer le reste du marché. Donc, ça va encore plus loin, et c'est très intéressant. Et tout ça, c'est possible parce qu'on va pouvoir s'amuser avec différents workloads sans gêner les uns les autres. La data science, si on continue, juste pour vous dire, effectivement, beaucoup de projets n'aboutissent pas. Beaucoup de projets, beaucoup de questions du métier arrivent, mais ça va être très complexe de les mener à leur terme. Et il y a beaucoup d'échecs sur ces projets de data science. Donc on voit les beaux cas très, très sexy, très intéressants, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui n'aboutissent pas. Et pourquoi? Parce que les problématiques sont des données silotées, des données dans des plateformes Hadoop, des données de CRM dans des outils de CRM, etc. Elles sont silotées, très difficiles de les avoir. Pour les avoir toutes, on va faire des extractions et on va le gérer par projet, etc. Il va falloir refaire le même effort si on a un autre projet, etc. C'est pas viable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs. Des environnements complexes, on l'a vu, Mohamed nous a montré, mais quand on a besoin de faire du feature engineering, il ne faut pas perdre trop de temps dans la data préparation. Et pourtant, dans la plupart des projets de data science, 80% du temps sont consommés sur la préparation de données. Et franchement, ce n'est pas ce qui est le plus sexy dans le monde de la data science. Et puis, bien sûr, quand on a choisi une plateforme, souvent, on est attaché à des frameworks de machine learning, alors qu'aujourd'hui, il y a plein d'offres et qu'on peut avoir besoin de changer très rapidement. Tout ça, Snowflake va corriger tous ces problèmes. On va consolider toutes les données à un seul et même endroit, centralisées, qu'elles soient semi-structurées ou structurées. On va pouvoir gérer tout ça, faire du streaming, etc. dans la plateforme. Et derrière, il y aura bien sûr des unités de ressources qui seront dédiées, de la puissance mise à disposition. On va pouvoir transformer très facilement, diminuer les temps de préparation de données, on verra tout à l'heure. Et puis bien sûr, on est une base de données SQL, on ne l'a peut-être pas dit, mais on est une base de données SQL. Il n'y a pas de langage particulier, on est du SQL ANSI 99 et 2003. Et donc, c'est très simple à utiliser et on va pouvoir connecter énormément d'outils. Donc, ce workload de data science, si on voulait faire un schéma, ceci c'est intéressant, c'est que vous voyez les étapes en fait d'un projet de data science. Si on peut les séparer en 6 étapes, dont les 3 premières sont de la data préparation. Et c'est les 3 premières qui prennent le plus de temps. Or, les plus intéressantes, c'est les 4, 5 et 6, les 3 dernières. Donc, si on peut réduire les 3 premières à leur strict minimum au point de vue temps et ressources et coûts, bah, c'est tout ça de gagné.
Et vous allez retrouver en fait les fonctionnalités de Snowflake qui vont permettre de collecter de la donnée, de collecter de la donnée semi-structurée aussi bien que structurée. C'est important pour réduire le temps de collecte. La marketplace, c'est important pour rajouter des nouveaux données et enrichir la donnée qu'on a en local. Et ça se fait en un clic, comme a expliqué Mohamed, donc c'est très rapide, il n'y a pas besoin d'ingestion, pas besoin de demander à des l'IT, etc. Mais on a aussi des données de streaming qui peuvent arriver en temps réel avec notre connecteur Kafka, par exemple, ou Kinesis, avec un petit outil que nous, on appelle Snowpipe et qui permet d'ingérer de la donnée en continu. Mais on peut aussi aller plus loin, on va utiliser les external tables si on veut aller chercher de la donnée dans les data lakes, sans pour autant absorber la donnée data lake, sans pour autant monter les jobs pour dupliquer cette donnée. On va aussi permettre l'exploration de données avec des outils directement dans la plateforme comme Snowsight qui va nous permettre, ou même si vous souhaitez utiliser vos propres outils, il y a des outils BI comme une base de données SQL qui va nous permettre d'explorer un peu cette donnée et donc d'aller très vite. Et puis sur une des étapes très importantes des projets, c'est le feature engineering où là, on va pouvoir utiliser le zéro copy clone, on va pouvoir faire monter de la puissance très rapidement pour évaluer une feature, par exemple, pour savoir son efficacité. Et si on a envie d'aller très vite, on va mettre un XL, un 2XL, un 3XL. C'est quasiment instantané. Vous avez ça en quelques secondes. Vous avez la puissance d'un cluster à plusieurs centaines de machines. Et que vous pouvez réduire juste après si vous n'avez plus besoin ou même relâcher. Voilà, tout ça, ce sont ces fonctionnalités de Snowflake qui vont permettre après d'accélérer déjà ces projets data science. Et bien sûr, vous allez pouvoir connecter tous vos outils, vos préférés, mais peut-être des prochains ou certains que vous souhaitez utiliser avec des frameworks différents. Rapidement, juste pour montrer un petit peu ce que nous, on a vu chez nos clients. Guillaume? Oui. Oui, excuse-moi, il nous reste moins de Oui, salles. je vais aller très très vite. Il nous Ça reste marche. 3 minutes. Donc Ok. ça, c'est juste pour vous montrer à peu près le temps qu'on peut gagner sur le feature engineering. On passe 6 heures sur des machines Spark ou 2 heures sur des environnements intégrés. On va passer 40 minutes sur Snowflake. Le cas d'Instacart, très intéressant. Leur problématique, c'était d'être capable d'évaluer des millions d'objets qu'ils allaient servir, qu'ils allaient livrer. Et toutes les 30 minutes, ils sont obligés de réactualiser leurs algorithmes de machine learning, en tout cas de réactualiser les valeurs pour savoir la disponibilité de ces produits parce qu'ils n'ont pas accès directement au stock. Donc, c'est du machine learning qui évalue les risques de rupture de stock, etc. Et on voit qu'ils ont gagné énormément de temps à faire ça. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Il faut simplement imaginer qu'on va être capable d'aller plus loin, notamment pour Instacart. Vous imaginez on a des clients qui aujourd'hui, pour les entrepôts, c'est directement de l'IoT. Il va falloir traiter cette donnée quasiment en temps réel. C'est très intéressant de voir ça. Donc, imaginez avec Snowflake ce que serait votre entreprise s'il y avait accès en fait aux données du monde entier. Je vais finir là-dessus, peut-être pour répondre rapidement aux questions. Alors, j'ai quelques questions. Alors, effectivement, pour tout ce qui est stocké les données dans des clouds souverains, aujourd'hui, on se déploie dans beaucoup de clouds, mais pour l'instant, il n'y a rien aujourd'hui au Sénégal. N'oubliez pas, Snowflake, pour que vous ayez des très gros clusters à disposition en quelques secondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit installé dans des data centers qui soient capables, parce que nous, on pré-provisionne les machines, de fournir énormément de ressources tout de suite, parce qu'on les pré-provisionne. Donc aujourd'hui, il n'y a rien au Sénégal, il faut pouvoir accepter de mettre ces données. Et pour ça, on a de la sécurité dès le départ, Snowflake qui est très sécure. On a de la sécurité qui est mise en place et sur laquelle on peut discuter parce qu'on a des grosses banques aujourd'hui qui sont dans Snowflake et donc dans le cloud public. Non structuré, ça va venir. On est en train de travailler dessus pour pouvoir traiter la donnée non structurée. Effectivement, c'est une fonctionnalité qui est prévue cette année, en fin d'année. Donc, on a été très vite. Et jusqu'à présent, on n'avait pas. Mais dès le début de l'année prochaine, on aura cette fonctionnalité-là. Les données peu fréquemment utilisées, alors c'est très intéressant, mais c'est très technique. En fait, des données peu fréquemment utilisées. Snowflake, quand on vous montez un cluster de traitement, détecte les données les plus fréquemment atteintes et va d'abord les charger dans ce cluster
Et puis, si jamais il manque des données, il va enrichir sa base de metadata pour savoir que ces données vont être requêtées et il ira les chercher dans son stockage central où ça prendra un peu plus de temps. Mais la prochaine fois qu'on va le réutiliser, il ira plus vite. Donc, plus on utilise Snowflake, plus il va vite. Et ça, c'est très intéressant aussi. Mais c'est à tester parce que c'est vraiment agréable à utiliser. Voilà, donc je crois que j'en ai fini. J'espère que pile à l'heure. Il y a une autre C'est question. Mhm. Il y a une autre question. La partie conversée, elle n'est pas dans les Q&A. Ah. Par rapport au zéro copy clone, Oui. combien de temps ça prend pour dupliquer une prod et en faire un environnement de dev? Et est-ce que ça a un impact sur les performances? Les environnements sont-ils logiquement hermétiques? Oui, ils sont logiquement hermétiques. Donc, voilà, les environnements peuvent avoir leur propre cycle de vie. Ça n'impactera pas la prod. Au point de vue temps, ça va dépendre de la quantité de métadata à dupliquer. Mais il faut savoir que les métadatas sont très faibles par rapport à la donnée de prod. Donc, ça peut prendre entre 30 secondes et 2 minutes. En gros, c'est les temps qu'on est en train de voir. Pour les plus grosses bases de données où il y a le plus fréquemment d'update et d'insert ou de delete, ça peut prendre jusqu'à 2 minutes sur plusieurs terabytes. Donc, c'est vraiment très, très court. Et puis, vous pouvez le supprimer instantanément. À comparer avec le temps de mise en œuvre d'une vraie plateforme de pré-production dans les autres solutions, il faut installer. Ah oui. Oui, quand il faut mettre une infrastructure en place, il faut dupliquer la donnée et gérer la gouvernance. Parce que bien sûr, tout ça, ne pas dupliquer la donnée, ça a un impact énorme sur la gouvernance et la facilité de gouverner la donnée. Puisqu'elle n'est pas dupliquée, elle n'est pas répliquée, ça évite les écueils et les problèmes de sécurité. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, c'est bon. Juste, Mohamed, si tu peux revenir sur les questions de Papa Sengan. Oralement, tu avais déjà répondu. Oui. On Alors, va terminer sur ça. exactement, oui. Il y avait une question sur les technologies utilisées pour le chargement des données. Donc, j'avais répondu en me donnant les différentes méthodes de chargement, ELT, ETL, ou bien streaming, ou bien Change Data Capture. Et on a aussi un service qui s'appelle Snowpipe, qui est un service serverless dans Snowflake, qui permet en fait d'ingérer automatiquement tout nouveau fichier qui est déposé dans un cloud storage. Donc, on peut avoir des CSV ou des JSON ou autres qui sont déposés dans et automatiquement Snowpipe va les ingérer dans Snowflake. Et par rapport à la question sur le chargement de grosses quantités de données, Guillaume l'a cité tout à l'heure, donc on a une architecture Massive Parallel Processing, MPP, et donc on peut paralléliser le chargement sur plusieurs nœuds du cluster, et j'ai donné un exemple dans ma réponse d'un POC que Guillaume est en train de faire en ce moment, pour illustrer, où on a vu un chargement de 935 millions de lignes en 21 secondes à peine. Donc, c'est effectivement grâce à cette technologie MPP très très rapide. Je ne sais pas si tu veux compléter cette réponse, Guillaume, ou si ça te va. Oui, c'est exactement ça. On est une base columnar, on est une base OLAP, on est capable de traiter des très gros volumes. Le chargement bulk, c'est ce qu'on sait faire de mieux. On sera même moins bon sur de l'insert, ça nous intéresse pas trop l'insert, ligne à ligne, là on va perdre du temps. Là on va être très très bon, c'est pour de très grosses volumétries de chargement. Et la plupart des connecteurs, des outils ETL et ELT du marché que vous allez utiliser pour connecter, puisque maintenant ils sont tous capables de monter de la donnée dans le cloud et jusqu'à Snowflake, vont utiliser cette technologie même pour des faibles volumes, si je veux dire, enfin, ce qu'on appelle nous des faibles, mais ils vont utiliser cette technologie pour charger rapidement leurs données. Beaucoup plus efficace que l'insert, qui est plus pour du transactionnel. C'est juste, c'est un peu technique, mais ça explique. Voilà, il y avait une dernière question à laquelle j'ai répondu par écrit aussi, par rapport au paiement et au mode de pricing de Snowflake. Donc, principalement, c'est le storage et le compute. Donc, le storage, c'est par terabyte par mois. Et le prix dépend du cloud provider, mais en gros, on est entre 23 $ et 25 $ par terabyte par mois. Donc, un prix très, très intéressant. Et surtout que c'est un terabyte qui est compressé, encrypté et dupliqué sur 3 data centers, comme je l'avais dit, côté storage. Côté compute, Guillaume a expliqué un petit peu comment sizer les nœuds compute, donc ce qu'on appelle nous les virtual warehouses, donc comme des t-shirts, extra small, small, medium, etc. Donc utiliser un extra small sur une heure, ça consomme
un crédit Snowflake. Un S, c'est 2 crédits par heure, un M, c'est 4 crédits par heure, etc. Donc, en fait, le sizing d'une plateforme Snowflake, c'est de regarder vos différents workloads, combien de temps ils seront utilisés, quelle est la bonne taille. Et ça, on le détermine ensemble en fonction de, un, nos ABAC et deux, votre contexte à vous. Et on arrive à un nombre de crédits total nécessaire pour une souscription Snowflake à l'année. Voilà. Donc, aussi simple que ça. Pas de prix à la requête, pas de prix de plateforme de non-prod. Le pricing dans Snowflake est vraiment ultra simple. Et vous souscrivez pour un montant sur une année et vous consommez ce montant-là comme vous voulez à n'importe quel moment. Et encore une fois, comme on l'a déjà dit, on facture l'usage à la seconde à partir de la première minute. Donc, si vous avez besoin d'ingérer de la donnée en 3 minutes, on vous facturera 3 minutes de ce cluster-là et ça s'arrêtera. Merci Mohamed. Merci Guillaume pour cette présentation. Donc, il y Merci a eu beaucoup beaucoup. de choses à montrer. Oui. Merci à tous nos participants. Merci d'avoir participé à cette session. Donc, on se donne rendez-vous tout de suite pour les autres sessions. Donc, vous pouvez toujours nous contacter sur commercial@bumtool.com si vous avez des questions par rapport à cette session-là. On pourra le transférer à Mohamed et à Guillaume. Merci tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.